Salut tout le monde, c'est Guillaume de l'Akesis Production. Aujourd'hui, pour notre premier épisode de Capo Story, on va parler de celui qu'on surnomme The Godfather ou encore Don Carlo, celui qui donne son nom à la plus puissante des 5 familles new-yorkaises et donc par extension la plus puissante des familles de la côte Est et par extension des États-Unis. Mais on va arrêter les extensions pour l'instant. Je parle bien évidemment du légendaire Carlo Gambino, donc Carlo et pas Carlos. On va pas développer énormément, on va faire un format assez court, 10 minutes, petite biographie de Carlo Gambino. On rentrera plus dans le détail peut-être par la suite, si vous avez kiffé. Bon allez, c'est parti tout de suite. Carlo Gambino, il est né en 1902 dans la province de Palerme, plus précisément à Caccamo, donc dans une famille qui appartenait déjà à ce moment-là à la Cosa Nostra. Donc lui, il a commencé très très jeune, à 19 ans, donc en 1921, il devient un membre à part entière de la mafia, donc de la Cosa Nostra. Il est parti aux États-Unis très peu de temps après, en fait, pour fuir la montée en puissance de Benito Mussolini, qui avait fait du crime, enfin de la lutte, contre la mafia, un de ses fers de lance de sa politique. Donc il est parti aux États-Unis en tant que réfugié politique, ce qui fait qu'en fait Carlo Gambino, il n'aura jamais la citoyenneté américaine, il ne sera jamais un Américain, ce sera toujours un réfugié politique italien. Donc il atterrit à Brooklyn, où il commence directement à travailler pour la branche locale de la Cosa Nostra, donc pendant la Prohibition, parce que ça tombe exactement à cette période en fait. Pendant la Prohibition, il sera bootlegger, il sera bookmaker également, il sera même tueur à gages pour le compte de la mafia. Il sera sous le commandement de Salvatore Di Aquila, un des premiers parrains de la ville de New York. Après un épisode qui s'appelle la guerre des Castelmarese, dont on reviendra plus tard parce que c'est un très très grand épisode, très important dans l'histoire du crime organisé à New York, il sera sous la coupelle de Vincent Mangano, qui rebaptisera la famille Mangano. Vincent Mangano, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est surnommé The Executioner, donc l'exécuteur, pour vous faire un petit tableau du personnage. En 1951, Vincent Mangano et son frère ils seront exécutés par l'underboss de Monsieur Mangano qui s'appelle Umberto Anastasio, plus connu sous le nom de Albert Anastasia. Alors lui, son surnom, c'était Lord High Executioner, le seigneur grand exécuteur. Vous voyez, c'est de plus en plus chaud. Et il sera donc le boss, Albert Anastasia, de 1951 à 1957 de la famille Mangano. Et il choisira comme sous-boss Carlo Gambino. En 1957, Carlo Gambino et Vito Genovese, qui est une grande ponte de la mafia new-yorkaise, qui donnera lui aussi son nom à sa propre famille, la famille Genovese, ils font un accord, chacun cède pour tuer son boss. Ils sont tous les deux underboss de leurs familles respectives. Le premier à passer à l'action, c'est donc Vito Genovese, qui, via l'intermédiaire d'un tueur à gages qui s'appelle Vincent Gigante, commet une tentative d'assassinat sur le grand patron Frank Costello, surnommé le Premier ministre. Alors, Vincent Gigante, il va rater sa tentative d'assassinat, ça va pas marcher. Par contre, Frank Costello, il sera tellement flippé de ça qu'il se retirera, ce qui laissera Vito Genovese la place pour prendre le pouvoir. Carlo Gambino, lui, il attendra donc 1957, il enverra 2 bonhommes chez le barbier d'Albert Anastasia au Hotel Park Sheraton, où ils lui tireront 2 balles dans la tête au moment où il a la serviette sur le visage. Donc il verra même pas les choses venir, Albert Anastasia. À ce moment-là, Carlo Gambino, il récupère tous les territoires d'Albert Anastasia en tant que underboss. C'est lui qui prend le commandement de la famille, qui va devenir la famille Gambino. On est en 1957 et Carlo Gambino il devient le boss de la famille Mangano qui rebaptise du coup la famille Gambino et qui deviendra la plus puissante de New York à ce moment-là. Alors, il trempe dans des affaires de raquettes, de jeux, de prostitution, il contrôle le syndicat des camionneurs. Jusqu'ici, c'est classique.
mais il va aller aussi sur d'autres terrains. Il a réussi à contrôler une partie du personnel au sol de l'aéroport JFK, aéroport international de New York, et une partie du fret aérien également. Il fournit de l'alcool pour certains bars. Alors la légende, elle dit que quand vous preniez une bouteille de champagne dans un bar qui était contrôlé par la famille Gambino, il y avait un tiers de champagne et 2 tiers d'eau gazeuse. Ce qui n'est pas pratique pour être sous. Du coup, soit il fallait prendre beaucoup de bouteilles de champagne, soit il fallait se barrer dans un autre bar. Il était également dans la fabrication de meubles via la Castro Convertible Furniture, dans l'approvisionnement de gasoil pour chauffage. Il fournissait les restaurants italiens en four à pizza. Il contrôlait même le prix de la viande dans les supermarchés new-yorkais via la Pride Meat Supermarket. Mais son business le plus lucratif, ça restera en association avec Meyer Lansky. Meyer Lansky qui est une figure de la mafia italo-américaine, même s'il n'a jamais été italien. Il appartenait à la mafia juive de New York à la base. Contrôlait en fait l'industrie du jeu à Cuba et aux Bahamas via les casinos qu'ils avaient construits. Carlo Gambino, il a vécu un peu l'American Dream à sa façon, même s'il a fait couler énormément de sang. Il a fait beaucoup de choses, enfin toutes les choses d'ailleurs de la mauvaise façon, mais il a vraiment vécu l'American Dream. Il est parti de rien. Ce mec n'était pas allé à l'école quand même. Il parlait pas un mot d'anglais quand il est arrivé à New York. Il parlait à peine italien d'ailleurs parce que il connaissait que son dialecte sicilien et il est monté au sommet du sommet pendant des années. Pendant des années, ça a été le boss. Il a eu ce qu'on appelle un règne paisible, même s'il a essuyé énormément de tentatives de meurtre. La plus connue, c'est une tentative de meurtre de la part de Joe Bonanno. Joe Bonanno, c'est un des 5 parrains des familles new-yorkaises, donc la famille Bonanno, qui a essayé de tuer les 4 autres pour prendre le contrôle de la ville. Ça n'a pas marché. Il a aussi, comme je vous l'ai dit, fait verser beaucoup de sang. Carlo Gambino, directement, mais surtout indirectement, donc en commanditant des meurtres, notamment celui de Joe Colombo, qui était aussi un des 5 autres parrains. En fait, il a envoyé quelqu'un pour le tuer. Cette personne lui a tiré dans la tête, mais il n'est pas mort, Joe Colombo. Par contre, il est resté dans le coma jusqu'à sa mort. Donc, c'est tout comme, finalement. La mort de Carlo Gambino, elle viendra en 1976. On va récapituler un peu sa vie. En 1957, il devient le boss de la famille Gambino. Jusqu'en 1976, 19 ans en tant que parrain, c'est exceptionnellement long. Exceptionnellement long. Il faut savoir que Carlo Gambino, il est décédé à 74 ans dans son lit d'une crise cardiaque, de façon tout à fait normale. Le fameux adage, la mort ou la prison, elle ne s'applique pas à lui finalement. Parce qu'il n'a pas fini sous les balles, il n'a pas fini à passer le reste de ses jours en prison. Il a vraiment eu une mort normale. Il est rentré dans la mafia, comme je vous l'avais dit, à 21 ans. En 1921, il finit sa vie toujours dedans. En 1976, 55 ans. Pendant 55 ans, il a commis toutes sortes de crimes et de délits. Il ne passera de toute sa vie que 22 mois en prison. 22 mois, un peu moins de 2 ans. En 1937, pour évasion fiscale. Il n'a jamais été rattrapé pour tous ces crimes. Il a subi aussi 2 tentatives d'expulsion vers la Sicile du coup, parce que comme je vous avais dit, il n'est pas américain, il est uniquement réfugié politique, mais les 2 tentatives, elles ont échoué. Il n'a jamais été expulsé, il a pu finir sa vie aux États-Unis. Donc en 1976, en sentant la mort arriver, il voyait qu'il était sur la fin, il a désigné son successeur pour prendre la tête de la famille Gambino. Là, il a un peu surpris tout le monde, parce qu'il n'a pas pris son underboss, Agnello Della Croce, il a pris son beau-frère, Big Paul Castellano, Poli, surnommé le milliardaire de la mafia, en tant que boss. C'était son beau-frère et c'était aussi son cousin. Voilà. Mais en tout cas, c'est un peu en contradiction avec les principes de l'époque. Il n'a pas pris son second, on va dire. Il a pris son beau-frère qui était lui aussi déjà une grande figure et qui sera une encore plus grande figure après. Et on le verra une autre fois ça. Bon voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui pour ce premier épisode de Capo Story. Désolé pour l'amateurisme parce que c'est la première vidéo que je fais là, donc c'est un peu... j'essaye de trouver mes marques.
Si t'as bien aimé, tu peux lui écrire un petit commentaire, dire voilà, salut, ça va, etc. Dire comment t'as trouvé ça. Si tu veux mettre un j'aime, si tu veux t'abonner, fais ce que tu veux, franchement. Allez, à plus.